Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Le secrétaire exec a dit tout récemment qu'il s'agit d'une guerre menée par Israël contre l'Iran. Les Israéliens la considèrent comme une guerre pour leur existence. Les Iraniens la considèrent comme une guerre pour leur existence. Puisque nous soutenons Israël et faisons en pratique tout ce qu'Israël veut que nous fassions dans cette guerre, nous avons adopté la mentalité israélienne, la philosophie du ciblage et l'approche israélienne de la guerre. Si quelqu'un veut savoir quelle est l'approche israélienne de la guerre, il doit regarder Gaza et regarder le sud du Liban. En fait, je dirais qu'à ce stade, l'approche israélienne consiste à créer des Gazas d'imitation partout dans la région, et cela inclut l'Iran. Si l'Iran peut être transformé en Gaza ou soumis à une gazafication, et que c'est le prix de la victoire, cela est acceptable pour les Israéliens, cela est acceptable pour leur lobby aux États-Unis et pour les milliardaires sionistes qui font pression sur Trump pour qu'il mène cette guerre. Dans la version pro-Trump de la stratégie, emprunter les objectifs de guerre d'un autre et appeler ça du leadership est apparemment censé avoir l'air décisif. J'espère qu'il reste encore à Washington quelqu'un avec assez de caractère et de colonne vertébrale pour se lever et dire « Écoutez, c'est pas une guerre existentielle pour nous. Pour parler, franchement, nous avons déjà fait plus que nous n'aurions dû faire et si ce n'est pas suffisant, tant pis. Nous devrions instaurer un cessez-le-feu parce que les implications mondiales plus larges sont terrifiantes. Cela mène directement à la moralité de la guerre. Au niveau de l'État, personne ne semble se soucier de quelque loi de la guerre que ce soit, et certainement personne ne nous tiendra responsables, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de notre gouvernement. Mais je reviens toujours aux troupes. Je me souviens de ma première expérience de combat sous vos ordres et sous ceux de plusieurs autres pendant Desert Storm et même avant notre lancement depuis l'Arabie Saoudite contre les divisions irakiennes, nos chefs nous ont dit qu'il existait un droit de la guerre que nous devions respecter. On nous a dit que nous ne pouvions pas tirer sur des prisonniers, que nous ne pouvions pas faire ce genre de choses et que nous devions faire ce qui était juste. Cela nous a donné ce devoir moral de combattre durement, mais aussi de combattre équitablement. C'est avec cela que nous sommes entrés là, dedans. Si vous retirez cela, et que même au plus haut niveau, il n'y a aucune préoccupation pour ce qui est juste, alors la crainte évidente est que cela descende jusqu'aux troupes et que même au niveau tactique, on relâche aussi les lois de la guerre tactique. Dans chaque guerre qui dure plus de quelques semaines, on finit par déshumaniser l'adversaire. Nous diabolisons l'adversaire avant même d'entrer en guerre, et il suffit d'écouter le président Trump lire les éléments de langage de Netanyahou sur à quel point l'Iran serait terrible. Malheureusement, beaucoup de gens aux États-Unis ont avalé cette ordure et la répètent ad nauseam. Comme je n'arrête pas de le dire aux gens, l'Iran a beaucoup changé au cours des 47 dernières années. Ce n'est absolument plus le même État, ni la même société qu'il y a 47 ans, mais personne ne veut aller voir ça. À la place, l'adversaire est complètement diabolisé, et quand vous diabolisez l'adversaire, vous finissez par le déshumaniser. C'est le problème d'une propagande menée comme un segment de télévision câblé. Une fois le script figé, on s'attend à ce que la réalité vienne y passer l'audition. Cela devient encore pire dès que le combat commence et que des soldats tombent. Nous avons perdu le sergent Muller, qui se trouvait dans un Bradley, et 5 ou 6 autres personnes ont été blessées. Quand il a été tué, les gens de sa troupe étaient furieux. Ils étaient en colère. Et ils ont immédiatement voulu se venger. L'attitude est devenue très simple. Nous allons tuer tous ceux qui sont devant nous. J'ai dû gérer cela de nouveau le 26 février avec des officiers aussi qui voulaient pas arrêter de tuer. Ils voulaient continuer à tuer alors qu'il était parfaitement évident pour moi que, puisque nous ne pouvions pas bouger, que nous étions empêchés de bouger, nous n'avions pas d'autre choix que d'arrêter de tirer et de laisser vivre ceux qui étaient encore là dehors. Beaucoup de gens s'y opposaient, et c'est la nature humaine. C'est pour cela que les guerres doivent être courtes, si c'est possible. Elles doivent être menées pour des objectifs limités et non pour des buts illimités. En ce moment, nous sommes dans une guerre qui devrait être limitée par ses objectifs, mais elle ne l'est pas. C'est une guerre pour la destruction de l'Iran au nom de l'État israélien et de ses agents aux États-Unis. Point final. Voilà de quoi il s'agit. L'Américain moyen ne le comprend pas complètement,
Mais de plus en plus d'Américains commencent à le voir. Malgré cela, à moins qu'un grand nombre d'Américains soient tués, personne n'y prêtera vraiment attention, donc l'objectif opérationnel devient très simple. Quoi que vous fassiez, n'en cessez pas de lourdes pertes. C'est aussi là qu'intervient le mythe de la puissance aérienne. C'est un peu du sexe sans conséquence. On entre, on bombarde, personne ne peut nous toucher et on s'en tire gratuitement. Cela n'a pas très bien fonctionné cette fois-ci et je ne pense pas que cela fonctionnera bien à l'avenir. De plus en plus de nos aéronefs pilotés vont devenir vulnérables. Mais, pour le moment, nous continuons à croire à ce mythe et tant que ce mythe sera préservé, nous continuerons à faire des choses stupides. Cela inclut cette guerre qui n'a pas besoin d'être menée, qui n'a jamais eu besoin d'être menée et certainement pas par nous en aucune circonstance. Cette illusion fonctionne à merveille dans une conférence de presse où les cartes sont nettes, les slogans sont bien aiguisés et où personne n'a à expliquer la facture ensuite. Je continue aussi à regarder la composante du combattant américain parce que trop souvent on les réduit à une sorte de caricature de noble monture, un héros censé aimer mourir pour son pays, au lieu de les traiter comme des êtres humains à part entière. Le secrétaire Hegseth a essayé d'aborder cela ce matin. L'une des choses qu'on nous a profondément inculquées à l'époque de Desert Storm, que cela se soit révélé juste ou non par la suite étant un autre débat, c'est que le président des États-Unis nous disait que c'était la bonne chose à faire. Il avait réuni une immense coalition. Tant de gens étaient avec nous parce qu'on disait que Saddam Hussein avait envahi un autre pays. Il y avait un risque de couper le pétrole et de provoquer une catastrophe non seulement pour la région, mais aussi pour notre propre pays et pour le monde entier. On nous disait qu'il fallait arrêter ce fou, alors nous croyons à ce que nous faisions. Aujourd'hui, il ne faut pas être un génie pour comprendre que nous ne devrions pas du tout mener cette guerre. Malgré cela, Hegseth essaie de dire aux troupes que ce qu'elles font compte. Son message, c'est que si l'Iran avait une arme nucléaire, il posséderait l'arme la plus dangereuse du monde, que le président Trump a dit à maintes reprises depuis des années, et encore dans cette administration, que l'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et ne l'aura pas. Que ses troupes veulent terminer ce combat pour leurs enfants et leurs petits-enfants, qu'il s'agit d'histoire et d'héritage, que le succès compte, et que, grâce à ce président et à ces Américains, nous sommes plus près que jamais de la victoire. Dans ce discours de vente, le renseignement devient un inconvénient et l'assurance fait tout le travail. Je n'achète rien de tout cela. Nous ne sommes nulle part près de gagner quoi que ce soit de ce genre. Chaque pièce de renseignement provenant de notre gouvernement disait qu'il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires, que nous l'avions anéanti et qu'aucun effort n'avait été fait pour le relancer. Rien de tout cela ne peut être vrai. La vraie question, c'est ce que cela fait aux gens qui se battent au front, surtout à ceux qui pourraient devoir aller au sol. Il y a deux côtés à cette médaille. Dans l'immédiat après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'entre nous étaient extrêmement préoccupés par les Rosenberg et leurs complices dans l'administration de Franklin Delano Roosevelt, qui ont fait en sorte que Staline obtienne la formule, les secrets de la bombe atomique. Quand la bombe atomique a explosé du côté soviétique, les gens ont eu véritablement peur. Et cette peur était justifiée. Par la suite, certains ont essayé de convaincre Truman, puis Eisenhower, que la solution consistait à lancer une frappe nucléaire préventive contre l'Union soviétique. Tous les deux ont refusé parce qu'ils refusaient de voir la personnalité diabolisée comme représentant l'ensemble de la population de l'Union soviétique. Nous avons revécu cela dans les années 1970 avec Richard Nixon lors de rencontres avec Brejnev. Brejnev a même suggéré que nous, avec les soviétiques, lancions conjointement une frappe nucléaire contre les installations de développement nucléaire de la Chine. Nixon a de nouveau refusé et a dit « Non, je n'y crois pas ». La guerre préventive n'est pas une bonne idée. Ce que nous avons maintenant fait à l'Iran, c'est lancer une attaque préventive en supposant que cela l'empêcherait de développer une arme nucléaire. En réalité, je pense que l'échec de ces opérations préventives finira par pousser les Iraniens à développer et à déployer leur propre dissuasion nucléaire pour nous empêcher, nous ou n'importe qui d'autre, de les attaquer pour les mêmes raisons que le Pakistan et l'Inde ont développé leurs armes. Donc, cette logique ne tient pas. Au niveau du soldat individuel, je ne peux pas parler pour les pilotes parce qu'ils évoluent dans une sphère d'activité différente de la nôtre, mais si vous êtes au sol, la meilleure façon de rester en vie au combat,
c'est de tuer l'ennemi avant qu'il n'ait la chance de vous tuer. Je l'ai dit à répétition et je le pensais. Quand on comprend cela, il faut aussi comprendre qu'il y aura des erreurs et que des gens seront tués alors qu'on n'avait probablement pas l'intention de les tuer. Quand vous avez des milliers de soldats et de marines qui essaient de faire ce qu'on leur demande, tout en essayant aussi d'éviter d'être tués inutilement, ces erreurs vont arriver. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde entre avec l'intention de tuer tout ce qui se présente devant lui. Ce n'est pas nécessairement le cas. Plus la guerre dure, cependant, plus le sang coule, plus les combats et les tueries se multiplient, et plus il devient probable que les gens impliqués là-dedans adoptent la position suivante, annihilons-les, et qu'on en finisse. Bien sûr, c'est toujours une illusion, personne ne peut annihiler qui que ce soit. On a essayé pendant la Seconde Guerre mondiale, chez plusieurs combattants et belligérants, mais cette mentalité finit bel et bien par s'installer. C'est pour cela que les officiers commissionnés comptent. Leur travail consiste à contenir ses émotions et à les tenir en échec, parce que si l'officier n'est pas capable de faire cela, alors vous allez obtenir le pire nombre possible de crimes. C'est pas parce que ceux qui se battent sont mauvais, c'est parce qu'ils savent que la façon de rester en vie, c'est de tuer l'ennemi en premier. C'est vraiment aussi simple que cela. Je comprends cela parfaitement à la pointe de la lance. Il serait irrationnel de faire moins que cela. Mais à l'arrière, si certains de vos camarades meurent dans une guerre qui n'aurait jamais dû être menée, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Cela finit par arriver. En 1991, j'étais déçu parce que je pensais que si rien d'autre n'était possible, nous devrions au moins envoyer une force à Bagdad, exiger la reddition de Saddam Hussein et de tous ceux qui étaient avec lui, placer l'endroit sous un nouveau groupe de généraux, puis rentrer à la maison. Mais nous ne l'avons pas fait. Cela m'amène à la situation actuelle. Il n'y a pas de solution militaire à cela. Nous ne pouvons pas forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz. Des troupes au sol ne feront rien d'autre que faire tuer un grand nombre d'Américains. Et cela ne suffirait toujours pas à exercer une pression réelle sur le régime. La question est donc maintenant de savoir si cela commence à atteindre le président Trump. Le Wall Street Journal a rapporté que Trump a dit à ses conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la guerre sans rouvrir le détroit d'Ormuz. Selon cet article, Trump et ses conseillers ont estimé qu'une mission visant à forcer l'ouverture d'Ormuz prolongerait le conflit bien au-delà de son échéancier de 4 à 6 semaines. Il aurait donc décidé que les États-Unis devaient atteindre leurs principaux objectifs, soit affaiblir la marine iranienne et les stocks de missiles de l'Iran, les affaiblir plutôt que les détruire, réduire les hostilités actuelles, puis faire pression diplomatiquement sur l'Iran pour rétablir la libre circulation du commerce. Quand j'ai lu cela, j'ai immédiatement pensé qu'il n'y avait absolument aucune chance. L'article ajoutait ensuite que, si cela échouait, Washington ferait pression sur ses alliés en Europe et dans le Golfe pour qu'ils prennent la tête de la réouverture des détroits. Cela semble correspondre au ton des publications Truth qu'il a mises en ligne à 10 minutes d'intervalle. Dans l'une de ces publications, il disait « Aux pays qui ne peuvent pas obtenir de carburéacteurs à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui a refusé de participer à la décapitation de l'Iran, qu'il devrait acheter aux États-Unis parce que nous en avons en abondance, se donner un peu de courage différé, aller au détroit et simplement le prendre et commencer à apprendre à se battre par eux-mêmes parce que les États-Unis ne seraient plus là pour les aider. Tout comme eux n'avaient pas été là pour nous. Il disait que l'Iran avait été essentiellement décimé, que le plus dur était fait et qu'ils n'avaient qu'à aller chercher leur pétrole. 10 minutes plus tard, il s'en prenait la France, se plaignant que la France n'avait pas laissé survoler son territoire à des avions à destination d'Israël, chargés de fournitures militaires, disant que la France avait été très peu utile à l'égard du boucher de l'Iran, que ce boucher avait été éliminé et que les États-Unis s'en souviendraient. S'il ne peut pas ouvrir le détroit et ne peut pas vaincre militairement le gouvernement iranien, alors la question évidente est de savoir quelles autres options il lui reste réellement. C'est une drôle de doctrine. Publier comme un empereur, improviser comme un commentateur et laisser la facture à tout le monde. La première chose à comprendre, c'est que l'Iran n'a pas interrompu la circulation dans le détroit d'Ormuz. C'est Lloyd's of London qui l'a fait. Les assureurs qui fournissent une couverture aux navires qui entrent et sortent du golfe Persique ont refusé d'assurer le transport maritime.
parce qu'ils n'allaient pas se mettre eux-mêmes en risque de faillite totale dans une zone de guerre. C'est pourquoi toute cette idée de miner le détroit ou d'y placer des barrières et ainsi de suite n'a jamais vraiment été nécessaire et les Iraniens le comprenaient très bien. Quant à la libre circulation du commerce, elle va reprendre. Certaines personnes diraient même qu'elle a déjà commencé à reprendre, même si ce n'est pas encore au niveau d'avant-guerre, et il faudra être de nombreux mois avant que cela change. Les Iraniens disent simplement que si vous êtes un navire battant pavillon américain ou israélien, si vous êtes de leur côté ou si vous les soutenez, alors vous ne passerez pas par le détroit. Tout le monde en gros s'est fait dire qu'il pouvait le faire, mais qu'il devait acheter son pétrole en yuan. Si Trump va de l'avant et détruit l'infrastructure pétrolière iranienne, le système énergétique et les usines de dessalement, alors cela anéantit à peu près toute chance pour le Golfe de se rétablir pendant de très très nombreuses années. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ce sont des observations et des déclarations insensées venant de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Je pense aussi que les Britanniques et les Français, à un certain moment, vont nous dire d'aller nous faire voir. Harold Macmillan, que je considérais comme un très bon Premier ministre britannique, a eu la clairvoyance et la sagesse de garder la Grande-Bretagne à l'écart du Vietnam. Nous sommes allés le voir pour lui dire que nous voulions que la Grande-Bretagne se joigne à nous au Vietnam, et il a essentiellement répondu d'oublier ça, parce que cela n'avait rien à voir avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. L'OTAN a été formée comme une alliance défensive pour défendre et protéger les peuples d'Europe contre le communisme. C'est à cela qu'elle servait. Nous avons essayé d'instrumentaliser l'alliance comme un ensemble d'États vassaux qui, à la demande de Washington, fournirait des troupes pour tout ce que nous voulons qu'ils fassent. C'est l'Empire romain. C'est ridicule. C'est le genre de choses que Napoléon Bonaparte faisait aux pays qu'il contrôlait en faisant combattre pour la France des dizaines de milliers d'Allemands, de Polonais et d'autres encore. Nous sommes au XXIe siècle. Cela n'arrivera pas. Ils ne vont pas participer. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ce genre de diplomatie par X est catastrophique. Cela offense inutilement les gens et cela nous fait paraître ridicules. Ces déclarations sur le détroit d'Ormuz montrent que Trump ne comprend pas vraiment ce à quoi il a affaire. La diplomatie par réseaux sociaux est un système remarquable si le but est d'insulter ses alliés avant de leur demander de nettoyer le désordre. En même temps, cela soulève bel et bien une possibilité très trumpienne. Il pourrait décider qu'il ne veut pas continuer avec cela, que c'est trop coûteux de poursuivre une solution militaire et simplement s'éloigner en refilant le problème aux Européens pour qu'ils se débrouillent avec. Cette possibilité est bien réelle, et la vraie question, c'est à quoi cela ressemblerait concrètement. Je pense qu'il y a une très forte possibilité que nous finissions par remballer notre équipement et partir. Je continue à rappeler aux gens ce que nous avons fait après 8 ans au Vietnam. Nous sommes partis. Il a fallu encore 2 ans après notre départ, pour que le régime s'effondre complètement sous la Sauvenu du Nord. Mais le point principal, c'est que nous n'avions aucune bonne idée, aucune solution, et que nous avons gaspillé stupidement le sang et les ressources des Américains. Il n'y a jamais eu d'objectif atteignable, et par conséquent, nous avons eu l'air ridicule. Pour diverses raisons, cela n'a pas été pleinement interprété comme la preuve de notre faiblesse et de notre stupidité, et nous nous en sommes remis. Mais ce que nous faisons en ce moment commence à nous faire paraître inconséquents. Parce que nous avons lancé contre les Iraniens tout ce que nous pouvions lancer, à l'exception d'une arme nucléaire, et cela n'a pas fonctionné. Si vous êtes assis quelque part dans le monde, que ce soit au Brésil, en Chine, en Russie ou ailleurs, vous regardez cela et vous vous dites « Tiens, c'est intéressant, clairement on peut se défendre contre ça. » C'est pas aussi terrible qu'on le croyait. Nous commençons à paraître faibles, ce qui est arrivé aux Britanniques après la guerre des Boers. Et c'est pas bon du tout pour nous. Le vieux tour consiste à appeler les dégâts de la fermeté, puis à faire semblant d'être surpris quand les dégâts répondent. Je ne sais pas si le président Trump pense en ces termes. S'il se contente de regarder des vidéos montrant des explosions et des choses qui brûlent sans comprendre les implications stratégiques plus larges, alors je ne vois rien de bon se produire à court terme. À long terme,
Si il fait ce que je pense qu'il va faire, nous n'atteindrons pas nos objectifs, les choses empireront, puis nous partirons. S'il reconnaît que cela dépasse les moyens militaires et que nous ne pouvons pas gagner, on pourrait espérer qu'il agirait en conséquence et n'enverrait personne au sol dans une mission qui ne ferait que causer des pertes. J'ai malheureusement vu cela se produire, même en Afghanistan. Alors j'ai pas une grande confiance dans cette issue. En même temps, la pression ne pèse pas seulement sur les troupes qui pourraient aller au sol. Il y a un autre aspect de cette guerre auquel on ne prête pas assez attention. La pression exercée sur nos équipages aériens et sur nos appareils. À cause d'attaques comme celle contre les Trois qui a été détruite l'autre jour à la base aérienne Prince Sultan, et à cause de certains autres aéronefs que nous avons déjà perdus, nous avons dû reculer nos forces très loin. En ce moment, les aéronefs américains effectuent ces missions de bombardement depuis des endroits comme les États-Unis continentaux et l'Europe. Le nombre de sorties, y compris celles effectuées depuis la base de Royal Air Force Fairford au Royaume-Uni et depuis les États-Unis continentaux, impose une usure considérable aux cellules des appareils et aux équipages. Il existe beaucoup d'éléments montrant que pour chaque heure de vol, surtout en combat, il faut quelque chose comme 8 à 10 heures de maintenance. Quand il faut voler à ce point, cela soulève de sérieuses préoccupations quant à la pression imposée aux équipages aériens ainsi qu'aux appareils eux-mêmes. Ce problème n'a rien de théorique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous et la Royal Air Force, la RAF, avons perdu ensemble 18 000 bombardiers en essayant de percer les défenses aériennes allemandes. C'est pourquoi la 8e Air Force a subi des pertes aussi élevées, avec 58 000 morts, soit presque 2 fois le nombre d'Américains en uniforme tués dans le corps des marines dans le Pacifique. Aujourd'hui, nous dépensons des milliards de dollars pour chaque bombardier et nous ne pouvons pas nous permettre de les exposer à ce niveau de risque. Nous devons faire attention à l'endroit où nous les positionnons et à la façon dont nous les utilisons. Il existe donc de vraies contraintes à notre capacité d'exploiter pleinement le bombardement à haute altitude. Elles ne sont pas encore profondes, mais elles vont dans cette direction. Il y a aussi un autre point ici. Le président Trump a dit que cette guerre se terminerait quand il voudrait qu'elle se termine, et cela implique que lorsqu'il décidera que c'est assez, il se retirera et partira. Sur le plan stratégique, les conséquences seraient extrêmement négatives. Nous serions finis au Moyen-Orient. Franchement, je pense que nous y sommes déjà finis. Tous ces États issus de Sykes-Picot, laissés par le traité de Versailles en 1919, vont disparaître. Je pense qu'il va y avoir des révolutions internes dans le monde arabe pour s'attaquer à ce que j'appellerais la classe Epstein du monde arabe, celle qui les gouverne. Même ainsi, je pense que nous pourrions encore y retourner, et si nous le faisons, ce sera très difficile pour toutes les raisons déjà exposées. Les forces navales, les forces terrestres et les forces aériennes ont toutes dû s'éloigner considérablement de l'endroit où elles voudraient opérer. Il faut parfois rappeler aux gens que lorsque nous avons débarqué en Normandie, nous avons débarqué à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière allemande. Si nous avions essayé de débarquer sur la côte allemande, toute l'opération aurait été détruite instantanément. En juin 1944, 82% des forces armées allemandes se trouvaient sur le front de l'Est, et nous n'avions pas face à nous une force adverse particulièrement importante. Les Allemands n'ont été capables de mettre que 2 avions en l'air face à 5000 de nos chasseurs. Nous sommes ici dans une situation très différente. Cet ennemi est en train de gagner la guerre des missiles. C'est un ennemi qui a construit une domination dans le domaine des missiles, et nous avons eu énormément de mal à y faire face. Je ne pense pas que nous puissions changer cela. Ma crainte, c'est que nous y retournions, que nous fassions à peu près ce que nous avons fait la première fois, et qu'en même temps nous essayons de faire entrer dans la région des marines, de l'infanterie aéroportée, des rangers et des forces spéciales. Le problème de l'infiltration ne se limite pas à savoir si elle peut être réalisée. Peut être que oui. Le vrai problème, c'est ce qui se passe une fois qu'ils sont à l'intérieur. Comment les faire sortir? Comment les nourrir? Comment les habiller? Comment leur donner de l'eau? Ce sont des problèmes énormes. Stratégiquement, c'est bien le bon tableau.
C'est un défi immense et je suis certain que le président Trump se fait dire ces choses. Mais je pense que nous sommes désespérés et je pense que notre désespoir l'emportera sur notre bon sens et que nous irons de l'avant malgré tout. Dans ce style de politique, il y a toujours la tentation de confondre l'entêtement avec la résolution et l'escalade avec la compétence. C'est pour cela que je reviens sans cesse à ce qui aurait pu être fait autrement. Avant le début de cette guerre, nous avons parlé à de nombreuses reprises de ce que le président Trump aurait dû faire, notamment de ce qu'il aurait dû faire à son arrivée au pouvoir au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui aurait évidemment permis aux États-Unis d'économiser une quantité incroyable de ressources. Il n'a pas suivi ce conseil à ce moment-là et il a commencé cette guerre-ci. Alors la question est maintenant de savoir ce qu'il peut encore faire avec la guerre que nous avons plutôt que celle que nous voulions avec l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz et sans chou moyen militaire capable d'y mettre un terme. Mon conseil serait double. D'abord, je lui demanderais de revenir à quelque chose qu'a écrit Robert Work, un ancien officier des marines devenu plus tard secrétaire adjoint à la défense sous Obama en 2010. Il a écrit « The Navy Marine Team will never contemplate littoral maneuver ». C'est, à dire, une manœuvre près des côtes de tout adversaire, tant qu'un réseau de combat ennemi capable de lancer des salves denses d'armes guidées, de missiles de tous types et de toutes sortes de drones, n'aura pas été neutralisé. Par conséquent, la phase initiale de toute opération conjointe d'entrée dans un théâtre d'opération exigerait d'obtenir la supériorité aérienne, maritime, sous-marine et globale sur le réseau de combat dans la zone objective amphibie. La question évidente est de savoir si nous pouvons faire cela. Je ne peux pas répondre à cette question et je ne pense pas que nous le puissions. Il est possible, en théorie, que nous ayons d'une manière ou d'une autre trouvé la recette magique qui nous permettrait de retourner en Iran et d'éliminer systématiquement tous les lanceurs de missiles et toutes les villes souterraines de missiles, mais je pense que c'est peu probable. Ensuite, il est temps d'admettre que nous n'avons pas de solution militaire à ce problème. Je lui recommanderais de le dire publiquement et de dire que nous préférerions régler cela autrement que par la guerre, dans un cadre quelconque, avec des pays prêts à jouer les médiateurs. Il ne voudra pas faire cela. Tout chez lui est hypothéqué à la vanité. Lui et son personnage sont au centre de tout. C'est maintenant sa grande guerre. Nous savons tous que c'est à cause d'Israël et qu'il essaye de détruire entièrement l'Iran au nom d'Israël, mais la vérité c'est qu'il a maintenant intégré cela à sa propre personne. Il a adopté la mentalité israélienne. Ce ne sont plus seulement des éléments de langage israélien. C'est la manière israélienne de faire la guerre. C'est malheureux. Mais s'il comprenait vraiment ce que Robert Work voulait dire en 2010, et s'il reconnaissait l'ampleur du défi auquel nous faisons face dans le Golfe Persique, alors il pourrait prendre du recul et conclure qu'il faut trouver une autre voie et que la réponse ne sera pas la puissance militaire. Je ne pense pas que nous en soyons là. Une stratégie guidée par la vanité fonctionne selon un principe simple. Si les faits sont peu flatteurs, on monte le volume et on appelle cela de l'élan. Il ne semble pas non plus se soucier le moins du monde des conséquences économiques. Je pense que sa guerre nous pousse vers une récession très profonde et que le reste du monde va faire face à toutes sortes de problèmes. Cela pourrait même se transformer en dépression financière et économique, accompagnée de famines dans de nombreux endroits à cause du problème des engrais. Il n'y a vraiment pas de bonne réponse ici. Malgré cela, quand je reprends de l'altitude et que je regarde les rapports publiés au cours de la seule dernière semaine, je vois que les États-Unis et Israël sont tous deux en train de manquer de missiles intercepteurs. Les intercepteurs PAC-3 sont dangereusement bas. Les intercepteurs des systèmes A2, A3 sont dangereusement bas. Les intercepteurs des systèmes FAD sont très bas. Les missiles de croisière Tomahawk sont extrêmement coûteux. Et selon le rapport que l'on consulte, entre 650 et 850 ont été utilisés au cours des 20 et quelques premiers jours de cette guerre. Nous ne savons pas combien continuent d'être utilisés. En fin de compte, nos stocks de ces systèmes critiques, PAC-3, THAAD, JASSM et Tomahawk, sont tombés à des niveaux
vraiment bas à cause de tout ce que nous avons donné à l'Ukraine, de tout ce que nous avons donné à Israël depuis 2023 et de tout ce que nous dépensons maintenant ici. Nous avons déjà dépensé plus de 1000 missiles JASSM, des Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, à un coût de 1,5 million de dollars pièce. Certaines personnes pensent qu'il faudra 1 an ou plus pour reconstituer ces stocks. Je suis sûr que nous avons trouvé quelques JASSM additionnels, mais je ne sais pas combien. Ces armes d'attaque à distance sont les armes de choix parce qu'elles permettent d'éviter d'entrer dans l'espace aérien ennemi et de se mettre à risque d'être abattus. Malgré cela, je ne vois aucun élément montrant que les Russes, les Chinois ou qui que ce soit d'autre veulent nous attaquer. Il faut se rappeler que c'est nous qui avons commencé cette guerre. Je sais que les éléments de langage de Netanyahou disent que cela a commencé il y a longtemps. Et oui, si vous parlez aux Iraniens, ils vous ramèneront à 1953, à la destitution de Mossadegh, à l'installation du Shah et de son régime, et à toutes les choses terribles qui ont suivi. Mais cela ne change toujours pas le point central. C'est nous qui avons bel et bien attaqué. Nous avons lancé une guerre préventive en supposant que cela fonctionnerait et que cela fonctionnerait rapidement. Tout cela a échoué. Le choix maintenant est donc simple, soit on redouble, soit on essaie de sortir de là. Je ne pense pas que Trump ait sérieusement essayé d'en sortir, parce que l'agenda israélien est devenu notre agenda, et que cet agenda exige la destruction de l'Iran. Si la récession que j'anticipe arrive effectivement, et si le reste du monde fait face à au moins une mauvaise récession, sinon pire, alors nous serons tenus responsables par le monde entier des choses terribles que nous avons faites et qui n'ont tout simplement pas marché. Il n'y a aucune raison pour laquelle la Chine voudrait nous attaquer, et certainement pas la Russie non plus, même si je comprends la crainte que, si nous tombons par surprise dans une guerre imprévue, nous puissions nous retrouver dans une situation extrêmement douloureuse. Mais le point plus large demeure, il n'y aura pas de guerre contre nous, à moins que ce soit nous qui la commencions. Les gens ont été nourris à cette diète Fox News, d'ennemis partout, à cette idée qu'il nous faut d'énormes forces armées et que nous devons être prêts à frapper, bombarder et attaquer tout le monde, partout, tout le temps. C'est pas vrai. Nos plus grands problèmes de sécurité nationale se trouvent au sud de la frontière, sous la forme des cartels de la drogue, dont plusieurs sont aujourd'hui extrêmement bien armés, avec des drones, des missiles de croisière et des capacités que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils possèdent. C'est cela qui est très dangereux. C'est là-dessus que nous devrions concentrer notre attention, mais nous ne le faisons pas. Nous sommes concentrés ailleurs. Cette fiction ne fonctionne que dans un studio où chaque menace est simple, chaque slogan est héroïque et où personne n'a compté le coût du spectacle. Tout le cadre autour de Taïwan est ridicule. Essayer de faire la guerre à la Chine pour Taïwan relève de la pure folie. Cela ferait paraître le golfe Persique comme une simple petite sortie d'après-midi. Même chose pour la Russie. Nous n'avons pas mis de force en Ukraine occidentale, et que Dieu nous aide si nous le faisons. Ce serait d'une stupidité fatale. Ce que personne ne semble comprendre, alors que cela devrait être évident depuis longtemps, c'est que nous ne sommes une puissance terrestre continentale nulle part ailleurs que dans l'hémisphère occidental. Quand les choses tournent mal pour nous, nous repartons par la mer, nous repartons par la route et nous repartons par les airs. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.